Le 6 octobre 2001 a eu lieu le seul match France-Algérie de l'histoire du football, c'était un fiasco total. Je voulais vous parler pour cette deuxième vidéo YouTube de l'équipe de France de football et particulièrement de comment elle a été, et je pense parfois est toujours utilisée par la classe politique pour répondre au manque de cohésion sociale dans ce pays qui est, comment dire, parfois un petit peu à la dérive en matière de cohésion sociale. Dans le cas de cet événement France-Algérie, le contexte politique et social a été bien plus fort que le football et c'est ce que je trouve intéressant. Ce match France-Algérie, c'était une idée du gouvernement de gauche de Lionel Jospin. L'événement a été organisé par Marie-Georges Buffet, la ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque. Elle avait rencontré son homologue algérien de l'époque, Abdelhamid Berchiche, qui semblait hypé par le projet. La Fédération française de football, dont Claude Simonet était le président, a aidé la ministre à mettre en place tout ce truc. L'idée, comme l'a expliqué Marie-Georges Buffet, c'était de réconcilier la France et l'Algérie. Une idée, à mon sens, vraiment contradictoire. Si demain, tu veux réconcilier Marseille et Paris, par exemple, au hasard, tu vas pas organiser un classico. Désolé, mais si tu veux réconcilier deux personnes, tu ne vas pas les faire s'affronter dans quelque domaine que ce soit d'ailleurs. Ça sentait tellement le traquenard qu'aucun élu de droite ne s'est pointé le jour du match, ni même le président Jacques Chirac. Je vous précise donc de droite et de gauche parce que le fait qu'il y ait cohabitation, c'est-à-dire le fait que le président soit d'un parti et son gouvernement du parti opposé, ça a de l'importance. Il y a forcément une sorte de rivalité entre les deux, qui prendra les meilleures décisions, etc. C'est pas anodin que la droite ne se soit pas pointée ce soir-là. L'événement était classé à haut risque dès son annonce en avril 2000 et c'est pour ça que 400 stadiers supplémentaires avaient été recrutés. La presse a révélé le 30 septembre 2001 qu'un rapport des renseignements généraux du département de la Seine-Saint-Denis a alerté les pouvoirs publics. Ce rapport expliquait que des groupes de jeunes de banlieue souhaitaient profiter de l'événement pour tenter quelque chose. Le seul moment où la ministre a hésité à annuler la rencontre, c'est dès qu'il y a eu les attentats du 11 septembre. Mais non, pas d'annulation puisque selon elle, il n'y avait pas de menace avérée en France. Match maintenu, visiblement la ministre n'en a pas tenu compte, ni aucun membre du gouvernement, ni la fédération ne voulait être à l'origine de l'annulation de cette affiche France-Algérie. Le coup d'envoi est bien sifflé le 6 octobre 2001 après une Marseillaise huée. Le comportement impassif de Jospin pendant les sifflets lui a valu des critiques de la part de journalistes et de politiques à l'époque. D'ailleurs, on parlait de rivalité et un an plus tard, la Marseillaise a été huée lors de la Coupe de France et Chirac a pris ses clics et ses claques et a quitté le stade. Il sait que Jospin s'est fait tacler l'année d'avant, lui, il fait autrement. Je vous passe le résumé du match. En gros, les Bleus déroulent et se font siffler dès qu'ils touchent le ballon. Et ce qui fera les gros titres, c'est ça. À la 76e minute, Robert Pires a inscrit le 4e but de la rencontre. 4 buts à 1. Le match a dégénéré, une dame a démarré le mouvement depuis les gradins, puis 2 ou 3 autres adultes ont suivi. Il y a eu ensuite un effet de foule ravageur et tout le monde est descendu. En clair, des centaines de personnes ont envahi la pelouse et couru dans tous les sens, ce qui a rendu la poursuite du match impossible. L'arbitre a décidé d'arrêter la rencontre, les joueurs ont dû regagner le vestiaire, certains plus vite que d'autres. On peut voir que Lilian Thuram est resté et s'est énervé contre un des envahisseurs de terrain qui racontera plus tard que le défenseur lui a demandé « Qu'est-ce que t'es en train de faire ? C'est pas bien ce que vous faites, vous donnez une mauvaise image de vous aux racistes. » Des projectiles sont venus des gradins et ont été lancés vers la tribune présidentielle. La ministre a aussi été légèrement touchée. Pendant ce temps-là, Zinedine Zidane, habillé d'un survêt, dédicacé des photos à quelques joueurs algériens qui lui demandaient gentiment dans le couloir. Il y a une phrase que j'ai notée et qui résume bien, je trouve, ce qu'il s'est passé. Elle vient de Mohamed Gouali, l'ambassadeur de l'Algérie à Paris à ce moment-là. Il a lâché que le match a été victime de sa propre densité émotionnelle. Tout le monde se doutait fortement de la cata, mais personne n'a voulu annuler ce match, qui était quand même très attendu et par les politiques et par les supporters. En termes d'audience TV, ça a cartonné, le match a attiré 47% de part de marché, soit près de 1 personne sur 2 regardant la télévision ce soir-là. Ce qui a rendu ce match fort en émotion, c'est déjà les têtes d'affiche, le fait que c'est un affrontement entre ces deux nations. Les deux équipes ne s'étaient pas affrontées depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, et pour ceux qui n'ont pas étudié encore ce chapitre en histoire, je rappelle que l'Algérie était une colonie française depuis 1830 et que l'Algérie a voulu prendre son indépendance, ce qui a mené à une guerre de 1954 à 1962. Au-delà des faits de guerre atroces, il y a eu des meurtres aussi en France, ceux du 17 octobre 1961 notamment. Ce jour-là, suite à l'appel du Front de Libération Nationale, le FLN, plus de 20 000 Algériens ont manifesté pacifiquement à Paris contre le couvre-feu qui leur était imposé depuis le 5 octobre. Le couvre-feu était censé éviter les attaques terroristes d'Algériens en France. Le préfet de police de la Seine, Maurice Papon, a décidé de répondre de façon violente et meurtrière. Des dizaines de Français musulmans d'Algérie ont été passés à tabac à coups de crosses et de gourdins. Certains ont été tués par balles et ont été jetés dans la
la Seine. Le bilan de ces violences policières n'a jamais pu être formellement établi, les historiens se sont accordés à l'évaluer à au moins 120 tués. Ces massacres du 17 octobre ont été dissimulés et il aura fallu 20 ans au gouvernement français pour assumer. Finalement, l'histoire qui lie la France à l'Algérie ou l'Algérie à la France est récente et l'était encore plus à ce moment-là, logique. Et pour que vous vous rendiez compte, le terme de guerre d'Algérie a été reconnu le 10 juin 1999 en France. Donc, 2 ans avant ce match, alors que la guerre s'est achevée 37 ans auparavant. Jusque-là, la guerre était qualifiée d'événement d'Algérie, donc comme l'histoire entre les deux nations était encore en train de s'écrire, un France-Algérie au foot pour dire ça y est, tout va mieux, ça paraît léger, Zidane ou pas Zidane. La deuxième chose qui a entraîné ce fiasco, c'est qu'il n'y a pas que les Algériens qui se sont identifiés à l'Algérie. Peut-être qu'il y a ce côté soutenir l'équipe la moins forte, sans vouloir manquer de respect au niveau de football de l'Algérie. Au final, l'équipe d'Algérie s'est construite pendant la guerre, et peut-être aussi et surtout que le public s'est davantage identifié à l'Algérie plutôt qu'à la France. En témoigne la Marseillaise jouée, les 1, 2, 3 vive à l'Algérie scandés dans le stade, les bleus sifflaient quand ils touchaient le ballon. D'ailleurs, Mamadou, le petit qui s'est fait embrouiller par Thuram, s'était confié à SoFoot en disant « Je sais que je suis français, mais je ne suis pas un français normal. Un français normal, c'est un blanc. Quand on me demande, je dis toujours que je suis français d'origine sénégalaise. Je ne dirai jamais que je suis simplement français. » Il le dit lui-même, il n'est pas algérien, ni d'origine algérienne, mais il s'est identifié à l'Algérie ce soir-là plutôt qu'à la France. C'est Thierry Henry qui avait ironisé en disant qu'il s'agissait d'une rencontre à l'extérieur. Toujours son petit humour. Le public, justement, parlons-en, il était composé de jeunes venus d'Île-de-France, des invitations avaient été distribuées à la jeunesse de la région pour qu'elle puisse assister au match. Une jeunesse cosmopolite et qui s'identifie comme telle, et on va y revenir dans un instant. Avant ça, autre anecdote intéressante racontée par la ministre et concernant le public, avant le jour de match, 2 jeunes lui ont demandé quelle équipe supporter. Et il est vrai que de confronter les deux nations oblige à faire un choix, que au-delà de ne pas les réunir, ça les oppose, tout simplement. Ces 2 enfants de 9 et 10 ans ont demandé ce qu'ils doivent faire, car ils aiment les 2 équipes. Dès le plus jeune âge, la question de l'identité et de qui faire son exemple est au cœur du débat. Marie-Georges Buffet avait répondu « Je leur ai dit faites comme moi, applaudissez les 2 équipes », mais je ne les ai pas convaincus et ils sont restés avec leurs questions. Pour les jeunes présents dans le stade, la France n'était visiblement pas un choix. Selon la ministre, avant le match, dans le bus qui se transportait les supporters de sa région, les jeunes étaient joyeux et c'est une fois au stade que ça a dégénéré. Le stade, justement, n'a pas été choisi au hasard, c'est le même stade que là où a eu lieu la finale de 1998. Ils ont voulu reprendre les mêmes éléments, Stade de France, équipe de France, mais ils ont ramené un adversaire bien différent et un public bien différent. Finale de Coupe du Monde, c'est argent, 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 et là c'était politique, politique, politique dans le public. Pourquoi avoir ce modèle de 1998 ? Tout simplement parce que le triomphe de l'équipe de France en Coupe du Monde a été fêté comme une victoire d'intégration. Si tu lis les journaux de l'époque, tu regardes les archives, parfois tu ne sais même pas si c'est du foot. À chaque fois, c'est la victoire de l'intégration. Le fameux slogan qui accompagnait d'ailleurs cette victoire, c'est Black, Blanc, Beurre, et c'est hyper important de l'évoquer pour comprendre les identités qu'on a proposées, imposé, je ne sais pas, à chacun. Le terme, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, déjà, il me dérange. J'ai bien compris qu'il devait y avoir une consonance qui rappelait bleu, blanc, rouge, mais j'ai envie de dire que, comme par hasard, le seul mot non modifié, c'est blanc. Symboliquement, je trouve ça fort. La seule identité qui n'a rien à changer, c'est le blanc, et les autres en revanche doivent s'aligner. Bon, étudions les 2 autres termes maintenant. Black. Je constate que certaines personnes ne disent jamais le mot noir, comme si c'était gênant, je sais pas si vous avez ça dans votre entourage, et surtout, quand tu regardes la définition, tu trouves ce dit d'une personne de couleur noire. Et c'est pas le cas pour blanc. Noir est un synonyme d'une couleur de peau, et c'est pas pour faire la relou, mais en soi, physiquement parlant, personne n'est noir ou blanc chez les humains. La preuve en image, je vais appeler mon chat, vous allez voir ce que c'est que une personne qui est blanche. Naboo, viens ici. Je vais le chercher. Ma perle. Aïe! Mon chat, par exemple, il est blanc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est un peu comme... mon t-shirt, finalement, est blanc aussi. Personne n'est blanc réellement chez les humains, comme personne n'est réellement noir. Personne n'est de cette couleur-là. Donc 2 couleurs totalement opposées pour qualifier la peau. Si ce sujet vous intéresse, Papendiaï a écrit de nombreux articles très intéressants. Et le fait que ce soit des couleurs opposées, et que d'un côté, il y ait le noir sombre, et que des connotations négatives, et le blanc, qui en Occident renvoie à la pureté, la lumière, ce sont des symboliques qui sont déversés sur la question du racisme. Dans l'expression black, blanc, beurre, il y a aussi beurre. Et il y a une définition de beurre dans le dictionnaire depuis 1985. C'est un jeune d'origine maghrébine né en France de parents immigrés. Il s'agit d'un mot né dans les banlieues parisiennes et qui à l'origine était fait pour ne pas être compris par les autres. L'expression a été popularisée notamment par l'association SOS Racisme et le Parti Socialiste lors de la marche pour l'égalité et contre le racisme qu'il surnomme Marche des Beurs, donc par les institutions censées servir la cause. Beurre est un mot inventé par la population en question. En faisant cela, on peut dire qu'elle s'auto-définit et reprend un certain
un pouvoir sur elles-mêmes. On peut aussi le voir comme ça. Mais aussi, comme si masquer le mot était un moyen de se faire accepter. Et d'ailleurs, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, que les autres identités doivent s'aligner sur l'identité blanche. Bon, et l'expression black, blanc, beurre n'est pas née pile en 98. Yvan Casto, un sociologue, a expliqué à France Culture qu'elle n'a même rien à voir avec le football, mais s'utilisait au début des années 90 pour évoquer une forme de petite délinquance dans les quartiers dits sensibles. Et que black, blanc, beurre devient un mot valise pour qualifier ces jeunes en banlieue issus d'origines variées. En 98, les médias ont largement repris l'expression, les politiques ont suivi, en voyant cette cohésion sociale apportée via la victoire de l'équipe de France de football. En plus, au niveau de l'image, le foot ça rend bien pour un politique. Jacques Chirac, qui connaissait pas un joueur de l'équipe de France, a bien compris qu'il fallait s'en rapprocher. Je sais pas si tu te souviens de l'extrait où il arrive pas, là, il bug là, sur les noms. Il est remonté de 7 points dans les sondages en 98 alors qu'il n'a absolument rien fait, si ce n'est montrer son soutien à l'équipe de France. Là où 98 fait écho à l'intégration, 2001 reflète la solidarité entre les non-intégrés, et ça s'est vu dans le public de France-Algérie. Zéro intégration faite et une solidarité entre ceux qui ne se sentent pas intégrés. Et malgré ce désastre, début 2009, un projet de rencontre amicale devant se dérouler le 11 novembre à Alger a été lancé, mais finalement empêché car la France devait affronter l'Irlande en barrage pour le mondial de 2010. La Coupe des Confédérations de 2021 aurait pu réunir les deux nations si elle n'avait pas disparu entre-temps, puisque les Bleus étaient champions du monde et les Fennecs étaient champions d'Afrique. Khaireddine Zetchi, qui dirigeait la fédération algérienne, et Jamel Belmadi, le coach de l'Algérie qui avait d'ailleurs marqué au Stade de France en 2001, avaient exprimé leur souhait de faire une rencontre entre l'équipe de France championne du monde et celle d'Algérie championne de la Coupe d'Afrique des Nations. Il avait expliqué avoir discuté avec Noël Le Graët, président de la FFF de l'époque, pour convenir d'un prochain match dans l'année ou l'année et demie qui suivra. La crise du Covid a empêché le projet. Noël Le Graët avait réagi en disant « On n'a jamais réussi à trouver un accord, le président de la fédération algérienne le souhaitait, mais je ne suis pas sûre que l'État algérien le souhaitait vraiment ». Le Graët avait réitéré sur SoFoot en juin 2021 son souhait de voir ce match s'organiser. C'est le seul pays du monde qu'on ne peut pas rencontrer. J'ai envie d'aller jouer en Algérie parce que ce serait un signe fort et je ferai tout ce que je peux. Commence déjà par régler tes problèmes judiciaires, mon petit Noël. Finalement, aucun match n'a eu lieu jusqu'à présent. Et les réactions des joueurs dans tout ça. 2 jours après ce fiasco, Lilian Thuram s'était exprimé dans l'équipe et dire que maintenant il va falloir se battre à nouveau pour dénoncer les amalgames, expliquer que tous les Noirs et les Arabes ne sont pas des semeurs de pagaille. Il n'a pas eu tort. Octobre 2001, c'est 6 mois avant les présidentielles d'avril 2002, Jospin se fait doubler par Chirac et surtout par Le Pen. L'extrême droite est passée au second tour, une première. Les réactions de certains politiques sont parlantes également. Bruno Maigret, par exemple, avait réagi à ce match. Ils sont la preuve que l'immigration est un danger majeur car elle véhicule l'islam et l'islamisme. Et une semaine après le match, un sondage Ipsos a affirmé que 56% des Français jugent les incidents graves car ils témoignent des difficultés d'intégration d'une partie de la population française d'origine musulmane. Après coup, certains comme Franck Leboeuf s'en sont pris à l'ancienne ministre. Je me souviens que j'avais vraiment jugé la ministre des Sports de l'époque, Marie-Georges Buffin, lui disant que nous, footballeurs, quand on n'était pas bons, on était mis sur le banc de touche et qu'il fallait qu'il lui arrive la même chose. Nous n'avons pas joué un match de foot, on a fait un match politique pour des gens qui avaient envie de se la raconter. Et moi j'ai eu peur. En prenant la parole publiquement et en dénonçant l'acte politique se cachant derrière, Franck Leboeuf a initié en quelque sorte un processus de réponse et a fait en sorte que le football ne se laisse pas totalement accaparer comme ça a été le cas en 1998 d'ailleurs. Le problème de la victoire de l'intégration en 98, c'est que ça a été rhétorique. Quand on gagnait trop cool, et quand de 2008 à 2010 ça part en sucette, les Black Blanc Beurre ça devient d'un côté les caïds et de l'autre les gamins apeurés qui se font commander par les caïds. Coucou Roselyne. Ensuite, Laurent Blanc, c'est l'affaire des quotas sur laquelle il a été interrogé pas plus tard que septembre 2023 pour vous dire la lenteur du processus. En France, c'est aussi la crise des banlieues, 2005, Sarkozy, les Karcher, et quand je dis Karcher, il n'est pas fan de piscine. Enfin bref, via le football, on voit clairement un tas de paramètres politiques et comment la France est à l'ouest dans le savoir-vivre ensemble. Je vous propose de me dire si ça vous a intéressé, on pourra justement parler de la période qui suit, ou parler totalement d'autre chose. Il y a une partie factuelle et une partie issue de ma propre perception de l'Asie, donc assez subjective. Peut-être que vous me laisserez votre avis dans les commentaires pour discuter si vous n'êtes pas d'accord, en tout cas je l'espère. Et on se retrouve très bientôt, j'espère.